de la néphrologie de Tizi Ouzou. Monsieur le Président du Conseil scientifique, un mot. Merci à professeur Bouchir. Donc, honorable assistance, chers invités, bonjour. Donc, je pense qu'il y a un mot-clé qu'il faut tirer de cette manifestation aujourd'hui. C'est rendre hommage au professeur Bouchir qui a ramené un dynamisme extraordinaire, puisque je pense qu'on est au troisième événement où le professeur Bouchir participe et organise. Donc ça renvoie à un état d'esprit, ça renvoie à une volonté de dynamiser, de vulgariser sa spécialité. Ça renvoie à la relation qu'il a avec l'université, ça renvoie à la relation surtout qu'il a avec les patients, puisqu'aujourd'hui, ça se concrétise par l'organisation de cette journée qui est, comme toutes les journées mondiales, une journée de sensibilisation. Et de surcroît, nous avons la chance d'avoir une unité de transplantation avec cette très belle nouvelle pour un travail mérité et qui probablement sera prometteur et apportera encore plus pour notre CHU et pour toute la population algérienne. Pour finir, je vais dire bon courage pour les organisateurs, belle journée et encore une fois, merci beaucoup pour ce que vous faites pour la néphrologie algérienne. Merci Monsieur le Président. Monsieur Taleb, on aimerait bien avoir donc un mot du doyen. Merci pour votre présence. Merci. Merci, professeur Bouchir. Chers invités, honorable assistance, bonjour. Bonjour, monsieur Légier, monsieur le professeur Ryan, bonjour. Et professeur et président du conseil scientifique. Bon, je dirais que sous le slogan ne pas faire de mal, c'est déjà quelque chose. Mais je dirais, monsieur Bouchir, que le Rhin ne vous appartient pas à vous les faux uniques. Il nous appartient aussi. Il appartient pratiquement à toutes les spécialités. On fait tous partie de ce Rhin et quelque chose qu'on gère, surtout nous les réanimateurs, dans le cadre de l'urgence et même après. Donc, je dirais, je rejoindrai les dires du professeur Daoudi en disant qu'effectivement, le professeur Bouchir, depuis qu'il est là, il a donné un autre souffle pour la néphrologie. Je le remercie pour ça. Déjà, ne se référant qu'aux journées qu'il est en train d'organiser, je pense que c'est du point de vue scientifique, c'est un apport quand même colossal. On commence à s'habituer aux journées de néphrologie et ça nous apporte beaucoup. Je vous remercie pour ça, professeur Boucher. Moi, en tant que doyen de la faculté de médecine, je ne peux qu'applaudir ça et accompagner votre action du point de vue scientifique, professeur Boucher. Je vous encourage et puis je dirais bonne continuation dans vos travaux et puis merci. Monsieur le doyen. Effectivement, le Rhin donne lieu surtout le partage avec les réanimateurs. J'espère que M. Benabadi ne sera pas contre ce partage. Un dernier mot revient à M. Ryan, président de la Société algérienne de néphrologie, dialyse, transplantation, pour dire un mot et inaugurer donc la journée. Voilà. Tout d'abord, je voudrais parler de nos sentiments d'être ici présents à Tizi Ouzou. Donc, nous sommes heureux d'être présents parmi vous, d'autant plus que ce n'est pas la première fois, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on fait régulièrement des passages ici. Et sur le plan de l'histoire, on se rappelle, il y a très longtemps, puisqu'on en parlait tout à l'heure, on avait fait il y avait à l'époque Kenya a parlé et Tizi Ouzou devait faire la première grève pénale une des quatre en Algérie. Et donc il y avait un trio qui s'est constitué à l'époque. Il y avait M. Benabadi qui était présent ici, il y avait M. Mansouri, je pense que vous vous rappelez de lui, qui a développé la néphrologie à Tizi Ouzou. Et donc il avait moi à l'hôpital parlé. Et on avait fait à l'époque tout un travail pour commencer la grève. Je pense que les
aujourd'hui, on termine ce mois de mars en apothéose, puisqu'on avait programmé une journée scientifique au CHU Tizi-Ouzou. Et rappelez-vous, on avait commencé par une journée scientifique à Alger, une course à Sétif qui s'est bien déroulée. Et aujourd'hui, on termine donc cette commémoration de ce mois du vin à Tizi Ouzou. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il y a de grands pas qui ont été accomplis concernant la prise en charge de la maladie rénale chronique et même de la maladie rénale. Bien sûr, avec tous les autres collègues, urologues, réanimateurs, des laboratoires, pathologie. Donc, un travail de longue haleine a été effectué pour justement concrétiser, et je suis content qu'il va y avoir une unité spécialement dédiée à la transplantation rénale au niveau du CHU de Tizi Ouzou, qui va booster la transplantation rénale au niveau de la Kabylie et de toute cette région. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole puisqu'on va commencer cette journée scientifique. Donc, je remercie l'ensemble des participants, les sponsors qui nous ont aidés dans l'organisation de ces journées scientifiques. Et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne journée scientifique. Et je vous remercie. C'est un plaisir d'être parmi vous. Je remercie le professeur Boubchir. C'est la première fois que je viens visiter la ville de Tizi Ouzou et j'espère que ça ne sera pas la dernière. Je vais vous présenter aujourd'hui le rein, le diabète, le cœur, une nouvelle histoire d'amitié. Le rein était toujours incriminé chez le patient diabétique comme victime. La néphropathie se développe chez environ 30% des patients diabétiques et une épuration extra-rénale devenant nécessaire chez 1 à 2 patients sur 1000 patients diabétiques. Et si le rein devient salvateur de ce patient diabétique? On va voir ensemble. On va parler un peu de l'hémodynamique rénale chez le diabétique. L'hyperfiltration glomérulaire est définie par un débit supérieur à 135 ml/min. Elle est fréquente dans le diabète type 1 et type 2 et dans le syndrome métabolique. Elle est en général considérée comme un facteur de risque de développement d'une néphropathie diabétique. 2 hypothèses permettent d'expliquer cette hyperfiltration. L'hypothèse vasculaire, par l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Cela a comme conséquence une vasoconstriction artériolaire localisée principalement au niveau de l'artériole efférente. Et la deuxième hypothèse qui est tubulaire ou le feedback tubulo-glomérulaire. Il y a, en raison de l'hyperglycémie, une augmentation de l'activité du nombre de cotransporteurs SGLT2 et ainsi une augmentation de la réabsorption du sodium au niveau du tube proximal. Conséquence, une diminution de la quantité de sodium arrivant au niveau de la macula densa, tubule distal, ce qui interprète comme une diminution du volume circulant efficace. Conséquence, une vasodilatation de l'artériole afférente qui survient alors, entraînant une augmentation du débit de filtration glomérulaire. De plus, la réabsorption exagérée du sodium dans le tubule proximal induit une rétention hydrosodiée qui est l'un des mécanismes responsables de l'hypertension artérielle chez les patients diabétiques. Le rôle du rein dans l'homéostasie glycémique a été mis en lumière au cours des 2 dernières décennies, grâce à l'étude de patients atteints d'une maladie génétique rare, qui est la glucosurie rénale familiale, causée par des mutations du cotransporteur sodium-glucose SGLT2. Donc c'est le glomérule, c'est le néphron, avec la première portion et la deuxième et la troisième du tube proximal. C'est à ce niveau qu'on va trouver donc, les récepteurs et la protéine SGLT2. Donc on trouve SGLT2 au niveau de la première et la deuxième portion du tube proximal et la SGLT1 au niveau de la troisième portion du tube proximal. Donc les deux dépendent de la pompe sodium-potassium ATPase.
Donc ça dépend, donc c'est une pompe qui va utiliser de l'énergie. Donc la fonction du transporteur SGLT2 est conséquence de son inhibition pharmacologique. Donc si on essaie d'inhiber ce récepteur, quelles sont les conséquences qu'on aura? On aura une glycosurie, donc baisse de la glycémie, perte calorique, perte urinaire d'acide urique, activation d'un métabolisme de jeûne, production hépatique de glucose, production de cétone, activation de la production de globules rouges, et on aura en parallèle une natriurèse importante qui va donner une baisse de la pression artérielle, une modulation du flux sanguin intrarénal et une augmentation de la diurèse. Parlons un peu de ces inhibiteurs du SGLT2. Donc, on a la florizine, puis la gliflozine. Donc, le premier inhibiteur de SGLT2 est connu depuis plus de 150 ans. C'est pas nouveau. Donc, la florizine, un flavonide présent dans l'écorce de plusieurs arbres fruitiers, dont les pommiers. Il a été isolé en 1835. En 1880, son effet glucosurique a été découvert. 100 ans plus tard, dans les années 1980, cette molécule a été étudiée chez le rat diabétique et s'est montrée efficace pour diminuer l'hyperglycémie. La florizine, qui inhibe les cotransporteurs SGLT1 et SGLT2, a cependant été abandonnée en raison de sa biodisponibilité orale limitée et de ses effets secondaires digestifs trop importants. Cette double inhibition a mis en cause la sécurité de ce médicament en raison notamment de la présence de SGLT1 au niveau cardiaque. Depuis lors, des inhibiteurs plus spécifiques de SGLT2 appelés gliflozine ont été développés. Il y a plusieurs molécules. Donc on a la dapagliflozine, on a l'empagliflozine, on a la canagliflozine, l'ipragliflozine et la luséogliflozine. Donc il y a plusieurs molécules. Ce qui est disponible chez nous, donc c'est la DAPA, donc c'est une molécule qui s'appelle Valence. Il n'y a aucun conflit d'intérêt, c'est juste pour que vous connaissiez ce qui est disponible dans notre pays. Quels sont les effets bénéfiques de ces gliflozines? Donc les gliflozines induisent une glycosurie de 70 à 100 grammes par jour, ce qui représente environ 280 à 400 kilocalories par jour. Elles permettent une diminution de l'hémoglobine glyquée de 0,5 à 1%, 0,4% en cas de défiltration glomérulaire à 40 ml/minute, une perte de poids entre 2 à 3 kg sur 2 ans et une diminution de la pression artérielle entre 2 et 5 mm de mercure, favorisée bien sûr par la diurèse osmotique. Quels sont les effets secondaires de ces molécules? Au premier plan, on a les infections des voies génitales, beaucoup plus que les infections des voies urinaires. Donc les infections des voies génitales sont plus fréquentes, avec un risque augmenté de 3 à 9 fois par rapport au groupe placebo, et concernent jusqu'à 9% des patients. Donc c'est beaucoup plus les infections génitales. Il y a l'augmentation des infections urinaires qui n'est pas marginale. On a d'autres symptômes, la polyurie, l'hypotension artérielle, et une augmentation, on a noté chez quelques patients une augmentation du risque de cancer de la vessie et du sein, et c'est ce qui a retardé la commercialisation de cette molécule aux États-Unis en 2011. Comment expliquer ça? Peut-être le fait qu'il y a une glycosurie très importante, donc c'est un terrain favorisant pour le cancer de la vessie et pour la croissance des cellules malignes. Essayons de voir un peu quels sont les médicaments, les molécules qui vont agir sur l'artériole afférente et efférente au niveau du glomérule. Donc, on a l'artériole afférente qui est représentée à gauche et l'artériole efférente qui est à droite. On va commencer donc par le schéma A. Donc, c'est un débit de filtration glomérulaire normal. On passe au AB. Il y a une hyperfiltration chez le patient diabétique. Donc, on a une vasodilatation de l'artériole afférente à gauche et une vasoconstriction de l'artériole efférente à droite. Chez le patient diabétique qui est sous gliflozine, donc il va normaliser le feedback tubuloglomérulaire avec un effet vasoconstricteur beaucoup plus sur l'artériole afférente. Chez les patients qui sont sous anti-inflammatoires, on a une diminution de la synthèse des prostaglandines provoquant une vasoconstriction de l'artériole afférente. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone, ils
vont donner une diminution de la vasoconstriction de l'artériole efférente. Il y a un risque d'hypofiltration chez le patient si on a une association beaucoup plus chez le patient diabétique de glyphosine et les anti-inflammatoires. Donc il faut faire attention. Si on va essayer de voir un peu l'effet de ces molécules chez les patients diabétiques, donc on a une glycosurie associée à une natriurèse importante. La glycosurie va donner une perte de poids, elle va améliorer l'hémoglobine glyquée. La natriurèse importante, elle va améliorer l'état cardiaque. On a au total une préservation de la fonction rénale et cardiaque en diminuant l'inflammation et la fibrose. On va faire un petit tour pour voir quelques études. On va voir quelques méta-analyses, beaucoup plus. Si on commence dès le début, cette molécule, l'anti-SGLT2 chez le diabétique. Il y a eu plusieurs études entre 2012 jusqu'à 2016, avec des populations importantes entre 500 jusqu'à 1500 et une durée de suivi entre 6 mois jusqu'à 1 année. Donc, on va voir que parmi ces patients, il y avait une réponse importante et une diminution de l'hémoglobine glyquée, il y avait une perte importante du poids, il y avait une diminution de la pression artérielle. Si on essaie de voir une autre méta-analyse beaucoup plus, cette molécule chez les patients diabétiques avec maladie rénale chronique, donc on a 9 études avec 8826 participants qui sont inclus dans cette méta-analyse. Il y avait les différentes molécules, et la plus importante c'était beaucoup plus l'étude Credence. La durée de suivi dépassée dans la majorité des études 2 ans. Et le paramètre de surveillance et la cible, c'était beaucoup plus la surveillance de la fonction rénale et la dégradation de la fonction rénale, que ce soit une insuffisance rénale aiguë ou chronique. Donc les résultats étaient spectaculaires. Il y avait une diminution du spot urinaire. En parallèle, il y avait une bonne action sur la fonction rénale. Et en analysant les sous-groupes aussi, il y avait une bonne action par rapport à l'amélioration de la fonction rénale. Et même sur le plan insuffisance rénale aiguë, il n'y avait pas beaucoup de cas d'insuffisance rénale aiguë sous ce traitement. Le résultat de cette méta-analyse, que cette molécule peut donner au début une petite insuffisance rénale aiguë ou une petite détérioration de la fonction rénale, comme c'est le cas des ARA2, puis au long terme, on a une amélioration de la fonction rénale ou une stabilisation de la fonction rénale. Donc on va terminer avec cette étude, beaucoup plus qui va résumer les différentes études par rapport à cette molécule. Si vous allez voir sur la diapo, il y avait des petits points roses, c'est les 3 études importantes qui ont visé beaucoup plus les complications cardiovasculaires. C'est l'étude d'Éclat, Canva, en parallèle. Il y avait des études qui ont visé beaucoup plus l'insuffisance cardiaque, il y avait DAPA-HV et Emperor-Reduced, et il y avait des études qui ont visé beaucoup plus la fonction rénale et la maladie rénale chronique, ils sont en bleu. C'est beaucoup plus Credence et DAPA-CKD. Donc si on va voir ces différentes études, il y a plusieurs paramètres à prendre en considération. Que ce soit l'insuffisance cardiaque, les complications cardiovasculaires, il faut inclure les patients avec maladie rénale chronique, qui sont avec ou sans albuminurie, diabétiques, patients diabétiques ou non. Les 3 études qui sont très importantes chez les patients, on a l'étude Credence, DAPA-CKD et EMPA-KIDNEY qui est toujours en cours. En principe, on aura les résultats fin 2022. L'étude la plus importante, c'est DAPA-CKD. Pourquoi? Puisque c'est une étude qui a inclus plus de 4300 patients. Il y avait des patients diabétiques et non diabétiques avec une atteinte rénale. Il y avait les patients, la majorité des patients avaient une protéinurie entre 2 grammes jusqu'à 5 grammes et leur clairance dépassait 25 millilitres minute. Donc ils ont comparé la molécule, la dapagliflozine, avec un placebo. Donc les 3 études, toujours Credence, DAPA-CKD et EMPA-KIDNEY, qui intéressent beaucoup plus les néphrologues, regardez, de plus en plus on essaie de s'intéresser aux patients avec une fonction rénale plus ou moins avancée. Donc jusqu'à maintenant, les patients qui ont une clairance jusqu'à 20 millilitres minute, ils ont été inclus dans ces études.
Donc c'est l'étude d'APA-CKD beaucoup plus qui nous intéresse, puisqu'il y avait des résultats spectaculaires. Donc le nombre des patients dépassait 4000 patients. Donc la majorité des patients avaient une clairance entre 25 et 75 ml/minute. Ils n'ont pas inclus les patients avec polykystose rénale, les lupiques, les vascularites et les diabétiques type 1. Donc la molécule, ils ont donné une dose de 10 mg. Donc ils ont comparé à un placebo. Donc il y avait des résultats spectaculaires. Donc l'étude a duré plus que 2 ans, 2,4 ans. Et les résultats, donc si on essaie de parler un peu de cette étude, c'est une étude multicentrique internationale. Il y avait plusieurs pays, 21 pays, avec 386 centres en double aveugle contre un placebo. Les patients ont été randomisés pour recevoir la DAPA, ou un placebo, et complément du traitement recommandé actuellement dans l'insuffisance rénale chronique qui sont les IEC ou ARA2. Donc les patients étaient déjà sous IEC ou ARA2. Le critère de jugement principal était un critère composite associant une dégradation de la fonction rénale définie comme une diminution supérieure à 50% du débit de filtration glomérulaire confirmée après 28 jours et une insuffisance rénale terminale inférieure à 15 ml/minute nécessitant la dialyse ou la transplantation confirmée toujours après 28 jours ou le décès d'origine cardiovasculaire ou rénale. Donc les complications cardiaques sont toujours là. Les résultats étaient spectaculaires. Donc, il y avait une nette différence entre les deux groupes. Donc, les résultats incluent 4304 patients majeurs, insuffisants rénaux entre 25 et 75 ml/minute. Dans le ratio, le spot urinaire était entre 200 mg et 5 g et qui recevait déjà un IEC ou ARA2 à dose maximale, bien tolérée depuis plus d'1 mois. La moyenne d'âge était de 61,8 ans et la majorité, beaucoup plus, était des hommes, 66%. Et 67% avaient un diabète de type 2. Donc 40% n'étaient pas des diabétiques. Le critère de jugement principal après un suivi médian de 2,4 ans était stoppé prématurément à cause de la supériorité de la dapagliflozine par rapport au groupe placebo. Donc c'est une étude qui a été arrêtée avant qu'il termine l'étude, beaucoup plus vu la supériorité des résultats de cette molécule. Donc cette étude s'inscrit dans la lignée des études récentes démontrant les effets positifs de cette molécule sur les événements cardiovasculaires et rénaux. Et après l'étude CREDOS, l'étude EMPA-Kidney qui est en cours viendra probablement confirmer ces résultats et donnera des informations complémentaires, beaucoup plus pour des clairances moindres de 35 ml/minute. Donc ces 3 études sont des études très importantes puisqu'ils ont été appliqués chez des patients avec maladie rénale chronique. Et sur le plan néphroprotection, ils ont confirmé que cette molécule peut être une molécule prometteuse pour les patients avec maladie rénale chronique en association avec les ARA2. À la fin, on va dire que cette molécule peut nous cacher beaucoup de choses. Donc apparemment, elle peut avoir un effet sur les cellules mésangiales, un effet sur les cellules podocytaires et même apparemment pour la prévention des lithiases rénales chez les diabétiques. Est-ce que ça va être une molécule miraculeuse pour la néphrologie? Peut-être. On espère que des bonnes choses pour nos patients et je vous remercie.